Alexandre, regarde, on vient de recevoir ça avec la Poste. Avis de passage dans votre commune, campagne de prospection géophysique 3D. En gros, les camions vibreurs sont de retour. Ah ouais, les camions vibreurs. Bah, je crois que tu vas aller à leur rencontre justement parce que c'est ce projet de géothermie par Énergéo, souvenez-vous, qui avait foré à Vinzelles pour trouver de l'eau chaude en profondeur. Et bah c'est reparti, paraît-il. Et bah on va poser toutes les questions qu'il faut aux principaux intéressés. Un défi de taille technique, mais aussi monétaire. Et ben je vais aller en parler avec un géophysicien. Des petits trous partout. Allez, en route. Ciao, ciao Andrea. Et puis avec nous, bah voilà, vous êtes avec moi ici en plateau, au-delà de la géothermie. On parle du loup puisque le canton de Vaud a eu l'autorisation de l'Office fédéral de l'environnement pour tirer les 7 loups de la meute du Montendre. Réaction dans le district de Nyon, justement en plateau. Et bah, fais voir ta région, c'est parti. Et on commence cette émission par parler du loup. C'est officiel. Depuis lundi, le canton de Vaud a obtenu l'autorisation de l'Office fédéral de l'environnement pour pouvoir tirer l'intégralité des 7 loups de la meute du Montendre dans le Jura. Cette meute est jugée problématique et responsable des 3/4 des attaques dans le Jura vaudois par le canton. Depuis cette annonce, les réactions sont très contrastées. On en parle aujourd'hui avec vous. Nicolas Bollet, bonjour. Bonjour Alexandre. Vous êtes éleveur à Genolier, vous êtes député UDC au Grand Conseil. Et puis avec nous à distance, Alberto Mocchi, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de ProNatura Vaud et député vert également au Grand Conseil. Je vais commencer avec vous, avoir votre réaction, Nicolas Bollet. Pour vous, donc, qui êtes agriculteur à Genolier, alors qui êtes fréquemment dérangé par le loup dans les alpages, mais qui n'avez pas vous-même été victime d'attaques du loup, contrairement à vos confrères. Vous pensez que c'est une décision raisonnée ? Alors oui, c'est une décision raisonnée et surtout attendue depuis très longtemps par les éleveurs. Éliminer une des 2 meutes du Jura, c'est déjà un début de la solution. Un début de la solution pour vous. Et du côté de ProNatura Vaud, Alberto Mocchi, pour vous, en revanche, cette décision va trop loin. Oui, on n'a jamais été opposé à des tirs lorsque cela est vraiment nécessaire. Enfin, dans des cas de figure, par exemple, où il y a des attaques avérées, mais sur des individus isolés et comme ultima ratio. Là, s'attaquer à des meutes, ça devient problématique d'une part parce que on a une politique un peu de la gâchette facile et d'autre part parce que le remède est parfois pire que le mal et on sait que dans certains cas de figure, quand on déstructure une meute, quand les meutes sont dispersées, on a ensuite des individus isolés qui peuvent s'attaquer encore davantage au bétail. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, ce qui marche, c'est les mesures de protection des troupeaux. Et c'est là-dessus qu'il faut axer les efforts de l'État plutôt que sur des tirs. Donc plutôt la sécurité des troupeaux que les tirs. Nicolas Bollet, alors les attaques du loup sur le bétail ont certes diminué dans les Grisons ou en Valais. Par contre, dans le canton de Vaud, elles sont en hausse. Elles sont passées de 73 à 114 cette année, pour comparer 2024 à 2023. Mais apparemment, celle-ci serait plutôt liée au loup solitaire. Est-ce que tirer une meute, finalement, ça ne serait pas exagéré ? Non, parce que les attaques sur le bovin, en tout cas les gros bovins, c'est une meute qui le fait. Un loup solitaire ne peut pas mettre à mort un bovin seul. Donc oui, le M121 qui a fait énormément de dégâts ce printemps a disparu. C'est le mâle mais ce n'est pas le mâle de la meute, c'est un mâle solitaire. Solitaire, oui. Qui a été vu pour la dernière fois vers la zone du Mont-Pèlerin et depuis a disparu des radars. On ne sait pas si c'est peut-être trop approché du Valais ou je ne sais pas. Mais c'est vrai que sur le Jura, là, actuellement, c'est vraiment les meutes qui font un carnage sur les bovins. Donc pour vous, vous disiez c'est une décision attendue par les éleveurs, les agriculteurs. Et pour vous, c'est un minimum d'éradiquer cette meute-là. Vous aimeriez même aller encore plus loin ? Oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas contre l'éradication totale du loup. Mais on doit le réguler. Là, sur la meute du Molandru, il y a une autorisation de tir qui a été délivrée cet été pour 2 jeunes. L'acte de tir n'a pas été effectué. Donc maintenant, ils ont pris une décision un peu supérieure d'éradiquer cette meute. De toute façon, la place va être prise par soit un loup solitaire, soit par une meute qui va s'étendre. Mais nous, dans notre secteur, on va dire le secteur de la Dôle, la Givrine, on a le problème de la meute du Marchiru
qui, elle, fait autant de dégâts actuellement que celle du Molandru. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un début de solution. Il faudra quand même qu'on discute de la suite sans forcément éradiquer les deux meutes. Je ne suis pas forcément pour. Alberto Mocchi, vous avez constaté ces augmentations d'attaques du loup sur le bétail dans notre canton. Vous entendez aussi la crainte des agriculteurs qui augmente. Est-ce que le tir de cette meute, finalement, ne serait pas nécessaire ? On entend effectivement l'appel à l'aide des agriculteurs. Je vois que personne ne nie qu'il y a des problèmes avec la cohabitation entre élevage, économie alpestre et grands prédateurs. Elle ne va pas de soi. Donc, il faut effectivement agir. Mais comme vous l'avez dit, on se rend compte ailleurs en Suisse que là où on prend des mesures efficaces de protection des troupeaux, le nombre de prédations diminue. Et il semble plus efficace pour tout le monde d'axer plutôt là-dessus, sur la protection des troupeaux, renforcer cette protection. Ça porte davantage de fruits que les tirs qui, comme je le disais, peuvent parfois avoir des effets contraires à ceux escomptés. Le loup, il est là, il est revenu, et je rejoins ce qui a été dit. On va pas réussir à éradiquer le loup, même si on voulait, on n'arrivera pas à éradiquer le loup en Suisse. Donc plutôt que de faire ces politiques de tir qui au final ne servent personne, il vaut mieux mettre l'énergie sur des mesures de protection qui, elles, portent leurs fruits. Nicolas Bollet, on l'entend de la voix de ProNatura, mais certaines associations comme Defend the Wolf ou Avenir Loup Lynx Jura vont encore plus loin sur le fait qu'il ne faudrait pas du tout tirer le loup. C'est vrai cet argument de dire le loup est là de toute manière. Est-ce que éradiquer une meute, ça empêcherait que le loup continue à attaquer le bétail ? Alors, je pense que ça va diminuer la pression sur les attaques. On ne va pas supprimer les attaques. On a le loup, mais le loup, il est présent en Suisse depuis plus de 30 ans. Simplement, au début, on avait un individu quelque part qui se baladait, qui se nourrissait de gibier. Aujourd'hui, la pression du loup, elle est trop forte en Suisse. Vous parliez des cantons Valais, Grison, où ils ont une diminution des attaques. Alors, ça a été combiné avec des tirs et de la protection. La protection n'est pas applicable sur tous les alpages. On n'a déjà pas assez de personnes qui sont là pour la protection de nuit. Les parcs de nuit, ce n'est pas du tout une solution pour la protection des animaux et ce genre de choses. Donc, on doit combiner la protection où c'est possible et puis quand même diminuer cette pression. Qu'est-ce que vous attendez finalement si ces loups sont tirés ? Parce que le canton l'a dit, ils ne sont pas sûrs de tirer les 7 loups. Ils ont demandé l'autorisation de pouvoir le faire au cas où, mais ils n'ont pas dit qu'ils tueraient forcément les 7 loups. Mais qu'est-ce que vous attendez de ça ? Alors, moi, j'attends que la pression des attaques diminue. Aujourd'hui, les éleveurs ne dorment plus la nuit. La vallée de Joux, c'est un animal tué par jour depuis plus de 2 mois. Alberto Mocchi, quelles conséquences aurait justement l'éradication d'un loup, de 2 loups, de plusieurs loups, même des 7 loups de cette meute sur les alpages et sur l'équilibre justement de la faune ? C'est toujours difficile à dire, justement, parce qu'il y a des cas de figure dans lesquels on a pu documenter que des tirs sur des meutes ont déstructuré cette meute et ont amené en fait les individus à se séparer et à attaquer encore davantage le bétail. Donc, dans certains cas de figure, dans d'autres, ça n'a effectivement pas été le cas. C'est un peu une roulette russe dans ce cas de figure. Ouais. Ce qu'on sait, en fait, ce qui est problématique aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'au niveau de la Confédération, on a changé un peu de paradigme. Un peu idéologiquement, on a décidé qu'il fallait privilégier les tirs aux mesures de protection et, de manière générale, essayer d'aller tuer les loups plutôt que d'aller protéger les troupeaux. Et c'est dommage, parce que, je reviens à ce que j'ai dit avant, dans certains cas de figure, les tirs sont effectivement nécessaires, on ne peut pas faire autrement, mais ça doit être l'ultima ratio et pas la mesure prise un peu à défaut et d'entrée de jeu. Et jusque-là, le canton de Vaud avait été assez prudent sur ces mesures de tir. Il y a eu des loups qui ont été tirés aussi dans le canton de Vaud, moins qu'en Valais, moins que dans les Grisons, moins qu'ailleurs. Ce qu'on aimerait éviter, c'est que le canton de Vaud suive le pas du Valais ou d'autres cantons et suivre une politique de la cachette facile. Alors justement, Alberto Mocchi, un petit mot quand même, parce qu'en décembre dernier, on se rappelle, ProNatura, WWF et BirdLife avaient saisi le tribunal fédéral pour faire recours contre la demande du Valais d'abattre plusieurs meutes et avaient réussi à bloquer ces tirs. Aujourd'hui, vous, en votre qualité de secrétaire général de ProNatura Vaud, est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non, ProNatura va faire la même action pour le canton de Vaud ? C'est les discussions qui sont en cours actuellement. À ce jour, sans trop m'avancer, il semblerait qu'on n'aille pas trop dans cette direction d'un recours. C'est des recours qui n'ont pas d'effet suspensif, donc qui ont une utilité qui n'est pas toujours
extrêmement avéré et qui, a priori, ne devrait pas être maintenu dans ce cas de figure. Eh bien, je vous remercie à tous les deux donc d'avoir donné vos réactions quant à cette décision du canton de Vaud. Merci Alberto Mocchi, secrétaire général pour ProNatura. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Et merci à vous, Nicolas Bollet, également éleveur à Genolier, donc, et député UDC. Je vous souhaite également une belle journée. Merci beaucoup. Au revoir. Et à présent, on ouvre notre page géothermie dans la région et j'accueille mon invité en plateau, Daniel Clément, directeur d'Energeo. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci d'être avec nous, je vous en prie. Merci. Bienvenue dans Fais voir ta région. Alors, on vous reçoit Daniel Clément, directeur d'Energeo, parce que les camions vibreurs sont de retour. Après le forage des sous-sols à Venzelles, on s'en souvient en 2023, qui n'avait pas abouti aux résultats escomptés, le projet de géothermie profonde que vous pilotez se remet en route. Dès le 17 septembre, des engins circuleront dans notre district pour scanner les sous-sols. J'aimerais vous dire, Daniel Clément, ça fait 1 an et demi qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois, c'était au moment de démonter cette immense foreuse à Venzelles. Comment ça va depuis 1 an et demi? Qu'est-ce qui s'est passé pour Energeo pour en arriver aujourd'hui à relancer la machine? Tout va bien. On a étudié un peu les résultats. On a encore des incertitudes à lever, raison pour laquelle on a entrepris certaines démarches pour connaître un tout petit peu plus encore le sous-sol de la côte. On n'a pas seulement le projet de Venzelles, mais on a également des projets sur Nyon et des projets dans la zone de Aubonne-et-Morges. Des systèmes de failles qui sont quand même différents, a priori différents les uns des autres. Il est difficile de dire que ce qui s'est passé à Venzelles va automatiquement se reproduire soit à Nyon, soit dans la région d'Aubonne-et-Morges. Il faut vraiment comprendre ce qui se passe. Et c'est déjà une excellente nouvelle qu'on a une ressource, parce que c'est vrai, dans le monde de la géothermie, avec tous les projets qu'il y a eu, on est quand même privilégié d'avoir une ressource à 150 litres seconde, je le répète, 33 degrés, donc c'est une ressource qui est exploitable. Maintenant, il faut comprendre ce résultat et après, bien entendu, de pouvoir tirer des enseignements pour les autres projets. Donc, continuer à scanner le sous-sol, à le comprendre, à lever ces hypothèses. Mais c'est vrai, y a eu quand même ces résultats décevants à Venzelles. Avant, c'était à laver. Et pour autant, vous persistez, vous signez la géothermie, on y croit. Qu'est-ce qui vous permet d'y croire encore? Parce qu'on a une ressource, tout simplement. Encore une fois, 150 litres seconde qui est jaillissant. Donc, c'est vraiment une ressource qui sort du sol, comme un jet d'eau. On peut parler du jet d'eau de Venzelles à 33 degrés. Donc, c'est une ressource qui est exploitable. Notamment à Paris, ils exploitent ce type de ressources à plus faible température. On a également d'autres projets qui existent en Suisse où on prélève l'eau du lac à une température qui est beaucoup plus faible. Là, on n'a pas besoin de la prélever. Elle arrive directement en surface avec une température plus élevée. Donc, pour l'exploiter aussi, les pompes à chaleur, les copes des pompes à chaleur sont beaucoup plus optimales à des températures plus élevées que des températures basses. Donc, finalement, les conditions sont quand même toujours là. Certes, les conditions financières ne sont pas celles qu'on avait espérées, parce qu'on n'avait pas pensé de mettre des pompes à chaleur. Donc, c'est vrai que ça a remis en cause la partie business plan, c'est vrai. Mais mis à part le business plan, on peut parler d'une vraie réussite. Ouais. Et qu'est-ce qui vous garantit aujourd'hui de pouvoir dire ça va marcher? On continue à Nyon, mais cette fois-ci, ça va marcher, on va trouver l'eau suffisamment chaude. Alors justement, le retour d'expérience nous montre qu'il nous faut analyser les résultats. Maintenant qu'on les a, il faut encore vraiment bien avoir cette modélisation du sous-sol. Qu'on peut maintenant beaucoup plus facilement avoir ça en 3D. Et puis, bien entendu, les résultats de la 3D qu'on va entreprendre vont nous permettre de, bien entendu, comparer les différentes failles et puis surtout de croiser cette comparaison avec les résultats effectifs qu'on a obtenus à Venzelles. Donc de pouvoir être plus fin, effectivement, notamment à travers cette 3D. Je vous propose, Daniel Clément, qu'on se connecte tout de suite avec Andrea, parce que ces camions vibreurs, oui, ils sont de retour, Andrea, dès le 17 septembre. On en parle avec vous, Daniel Clément, après en plateau. Mais Andrea, montre-nous, réexplique-nous comment ça marche, qu'est-ce qui va se passer durant les prochains jours chez nous. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Antoine Haddad. Bonjour. Vous êtes géophysicien et on va comprendre tout ça avec vous. Eh bien, très intéressant. On est à Venzelles, on se souvient du site Les Camions Vibreurs. Ils sont là-bas tout au fond.
pour l'instant, ici, ça vibre pas, je ne ressens rien, si ce n'est que j'entends du bruit tout au loin. Et puis, on va en parler avec vous. Et si on a choisi de commencer notre parcours ici, c'est parce qu'il y a un premier vestige. On se souvient de cette grande tourelle qu'on voyait depuis l'autoroute, tourelle orange. Et ben là, juste là au bout, on la voit. Hop, je me tourne ici. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, ce qu'on voit, c'est ce qui reste du puits de Vinzelles, donc avec la cave et donc le puits, tout est sécurisé pour la suite et pour une potentielle exploitation sur le long terme. On va s'approcher un petit peu, si vous le voulez bien, Antoine. Donc, un gros puits. Aujourd'hui, tout est finalement sous le terrain. Donc, tout est là-dessous. Exact. Donc, tout est là-dessous. Comme vous pouvez le voir, l'impact sur l'environnement reste très léger. Et donc, voilà. Impact très léger, nous dit Antoine. Et on va s'approcher de ces fameux camions vibreurs. Technique 3D, concrètement, Antoine, comment ça va se passer? Alors, comment ça se passe? Ce qu'on va aller voir, c'est donc les camions vibreurs. Ils sont au nombre de 3 ici. Il y en a 2 qui seront disposés dans la région et qui vont vibrer séparément dans la zone. Dès lors, on a ces petits objets qui sont sur place et qui sont enfoncés dans le sous-sol. Ça s'appelle des géophones. Ces géophones vont enregistrer l'information qui est envoyée par les camions vibreurs, c'est donc des ondes acoustiques qui vont aller dans le sous-sol, qui vont se réfléchir sur les couches géologiques et qui vont être enregistrés par ces petits objets. Donc ces petits objets, ils sont disposés un peu partout dans la région et il faut ne pas les toucher, les laisser enregistrer tranquillement et ils seront ramassés à la fin de l'acquisition pour pouvoir obtenir nos données et une sorte d'échographie du sous-sol. Ouais, rapprochez peut-être l'objet de la caméra pendant qu'on parle. Donc, ces petits objets orange, les géophones. Donc, concrètement, Antoine, ce que ça veut dire, c'est que les gens qui ont ce géophone posé dans leur jardin, bah, c'est là où ça va vibrer. Alors, on va vibrer dans l'ensemble de la zone, pas forcément au droit des géophones. Les points vibrés et les zones de géophones sont séparés. On a vraiment établi les points vibrés de manière à avoir un minimum d'impact sur la zone. Et on va vibrer avec différentes forces en fonction de l'environnement. Chaque vibration sera enregistrée par ce qu'on appelle des PPV, c'est donc 2 techniciens qui seront de chaque côté du camion et qui vont vérifier que les camions respectent les normes d'ébranlement mises en place et n'ont pas d'impact dans la zone. Ce que ça veut dire, c'est qu'on adapte le choix des camions en fonction des zones qu'on va tester. Alors, c'est pas le choix des camions, c'est la force avec laquelle chaque camion va vibrer. Et je voulais ajouter qu'il y a un biologiste qui va suivre les zones qui sont plus sensibles d'un point de vue faune et qui va vérifier que les camions n'ont aucun impact. Donc, on essaie de vraiment avoir un minimum d'impact sur la zone et de pouvoir faire toutes ces mesures le mieux possible. Donc, on contrôle, on teste le sol, mais finalement, il y a aussi un contrôle qui est fait parce que c'est la question qu'on se pose tous. C'est finalement, bah, les gens, est-ce qu'ils vont sentir ces vibrations? Donc, il y a un contrôle qui est fait sur mesure pour ne pas éviter qu'on dépasse un seuil de vibration. Alors effectivement, c'est ce que je disais. Donc il y aura ces mesures qu'on appelle PPV qui seront mises en place pendant les vibrations, qui vont vérifier que les seuils sont respectés et que en aucun cas on aura un impact sur soit les habitations autour ou l'environnement de manière générale. On va se rapprocher de Mathieu, chef de projet pour les camions Géo 2X. C'est quoi votre métier, Antoine, dans tout ça? Alors mon métier, je suis géophysicien. Donc mon métier, ça va être une fois qu'on va acquérir toutes ces données, et qu'on les aura processées, on va obtenir cette échographie en 3D du sous-sol. Et cette échographie, ça va être à moi de l'interpréter pour pouvoir comprendre et cartographier le sous-sol, le positionnement des failles, etc. et mieux comprendre les résultats de Vinzelles et la zone de Nyon. Alors, on s'approche du camion. Je vous le montre parce que les 3 camions sont juste ici derrière moi. Alors, pour l'instant, je ne ressens absolument rien. Je crois qu'ils vont lancer les vibrations d'ici quelques instants. Maintenant qu'on va s'approcher. Donc là, le bruit est un peu plus fort. Mathieu, bonjour, vous êtes chef de projet. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Merci. Bon, voilà, là, ça n'a pas encore commencé. On va voir le camion. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? En 40 secondes, c'est fait, vous me disiez. 40 secondes, c'est rapide et long à la fois, mais c'est le temps qu'il faut pour optimiser l'image qu'on aura du sous-sol. Donc le camion, dès qu'on lui en donne l'ordre, il va vibrer pendant 40 secondes avec un spectre de fréquence défini, optimisé pour la région ici et optimiser les images qu'on aura du sous-sol. Ouais, des images 3D, on en parlait tout à l'heure. Top départ, on lance la vibration des camions. Ok, on va dire Mathéo. Alors Mathéo, que vous voyez là-bas dans le camion, va lancer et moi je vais vous montrer ce qui va se passer. La plaquette ici orange qui va se mettre à vibrer.
Voilà, là, je sens sous mes pieds, ça vibre. Vous ne la voyez pas encore à l'image. Il y a le rouleau qui se met à tourner juste ici, derrière. Venez avec moi, Mathieu, expliquez-moi ce qui se passe. Donc, l'ordre a été donné de vibrer. Comme vous avez vu, la plaque commence à bouger, d'abord à basse fréquence. Ici, le spectre sera de 4 Hz à 95 Hz. Et donc, on sent le son, on entend le son de plus en plus aigu. Et à la fin, dans quelques secondes, le sweep, ce qu'on appelle le sweep, est terminé. Si on était en acquisition, là, le camion allait lever sa plaque et se déplacer sur une autre position, 20 mètres plus loin, pour recommencer la même chose. Et ainsi de suite, faire toute la région de Vinzelles, puis de venir. On va faire le test avec vous. Est-ce que vous pouvez me relancer les vibrations? Parce que là, on voit quelque chose de très intense et je vais m'éloigner pour voir jusqu'où je ressens justement ça. Okay. Alors, je donne l'ordre. On redonne l'ordre. Donc là, quelque chose de très intense, juste à côté. Je m'éloigne. Venez avec moi, Mathieu. 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, ça commence à faiblir. 9, 10. Donc finalement, c'est tout minime ce qu'on ressent. Alors effectivement, c'est assez minime. Et il faut savoir aussi que c'est assez ponctuel, puisque on a bien vu, ça va assez vite. Dès lors, le camion il se déplace et c'est terminé, on passe à autre chose. Et tous les points sont tous les 20-30 mètres, les uns après les autres sur les routes. Antoine, on va s'éloigner encore un petit peu, ça sera plus agréable pour nos oreilles. J'aimerais savoir de manière personnelle comment vous vivez tout ce chantier, parce que ça fait plus de 15 ans que vous travaillez finalement dans ce milieu-là. On a l'impression que c'est des gens qui font joujou. Hein. On se dit, bah tiens, ça fonctionne pas vraiment, on n'a toujours pas trouvé la solution, et qu'aujourd'hui, il y a un petit aspect de compétition jusqu'à pouvoir trouver la bonne solution. Vous, comment vous le vivez? Alors, comme moi, je le vis personnellement, ça, je dirais que pour moi, c'est passionnant parce que ça reste de l'exploration, c'est un peu la recherche du trésor, cette eau chaude qu'on cherche tous, pas que pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Et puis, il n'y a pas vraiment de compétition en soi dans le domaine. C'est vraiment, on travaille tous ensemble dans ce but. On connaît encore pas très bien le sous-sol suisse. Si on compare à des sous-sols comme le bassin parisien qui ont été très explorés, notamment pendant l'exploration pétrolière, le sous-sol suisse reste très inconnu. Et là, on est vraiment dans cette étape d'exploration qui passe donc par ces mesures géophysiques, mais également par la réalisation de pluie. Antoine, merci d'avoir été avec nous et pour ces explications. On vous rend l'antenne au chaud, Alexandre, et sans vibration. Ciao, ciao. Merci Andrea, merci, bon retour parmi nous. Alors Daniel Clément, vous en avez un dans la main de géophone, c'est ça qu'on dit? Exact. Ouais. Vous me montrez? Voilà. Nous aussi, on a le droit. Voilà, Andrea, nous aussi, on a un géophone, un exemple que Daniel Clément nous a amené en plateau. Donc, c'est ça qui permet justement de sonder nos sous-sols. Dites-nous, Daniel Clément, la 3D, c'est aussi la nouveauté par rapport à il y a 2 ans, quand vous scanniez le sous-sol en 2D, cette fois-ci en 3D. Ça augmente vraiment les chances d'affiner les résultats? Totalement. C'est vrai que quand on fait une sismique en 2D, on a une image en plan. Ouais. Et puis, de par la 3D, forcément, on crée un maillage justement avec ces géophones. Et ce maillage nous permet d'avoir une image en 3 dimensions. Et dans notre contexte particulier de la côte, avec les failles, ça nous permet, bien entendu, d'avoir l'orientation des failles. Si vous avez une faille qui va dans une direction là, si vous faites un plan à 3D, vous verrez bien une coupure qui montre que la faille est bien présente à cet endroit. Par contre, ça ne vous donne pas l'information si elle est plus au nord, un tout petit peu plus à l'ouest ou pas. Et c'est vrai que c'est cette 3D qui va nous donner ces informations-là. Ces informations-là vont être, bien entendu, comme je l'ai dit avant, recoupées avec le forage de Vinzelles. On sait exactement où est-ce qu'on a foré. Donc, on va dire, tiens, là, on a eu 150 litres secondes. Pourquoi? Parce que la faille, elle est bien orientée là. Donc, pour le forage de réinjection, indirectement, les résultats vont nous donner des informations extrêmement précises pour pouvoir planifier la trajectoire du forage de réinjection et puis, bien entendu, espérer de finaliser le projet de Vinzelles avec ce doublet des 2 puits. Alors, on va justement revoir en image ce que ça donnait le forage de Vinzelles. Nous y étions au lancement justement de cette foreuse ici. Voilà le site de Vinzelles, à quoi il ressemblait donc il y a 2 ans de cela quasiment. Maintenant, en termes de calendrier, Daniel Clément, alors on l'aura compris, c'est dès le 17 septembre que les camions vibreurs vont vibrer justement, que ce soit à Vinzelles, à Nyon ou partout dans le district.
même du côté de Morges également, donc jusqu'à la fin du mois, même sur le mois d'octobre. Et ensuite, combien de temps il va falloir pour réinstaller un chantier comme celui-ci, une foreuse, et puis aller à nouveau creuser les sous-sols pour y aller trouver de l'eau chaude? Alors, il y a plusieurs étapes. Dans un premier temps, comme vous l'avez dit, il y a Vinzelles puis Nyon. Oui. La campagne du côté de Aubonne-et-Morges sera pour le début de l'année prochaine. D'accord. Bien entendu, les résultats, enfin toutes les données qu'on va récolter au cours de ces prochaines semaines vont être immédiatement traitées. On va avoir les premiers résultats et cette image 3D au début, durant les 6 premiers mois de l'année prochaine. Comme l'a dit Antoine, lui, il va interpréter ça pour vraiment bien comprendre. Suite à ça, on va relancer toutes les équipes qui étaient sur place, parce qu'il faut les recontacter, refaire des contrats avec le foreur notamment. Et puis après, le début du forage est prévu début de l'année 2026, selon la planification actuelle. Ah oui, donc il y a encore environ 1 an et demi à patienter avant de revoir une foreuse géante justement dans notre région. Vous avez déjà une petite idée, même si je sais, on est sur des hypothèses, on va scanner les sous-sols, il faut interpréter les résultats. Mais je crois que Nyon, particulièrement, avait attiré votre attention. Hein. Vous avez déjà un peu une idée de où est-ce qu'on va creuser ? Oui, la faille à Nyon, elle est connue. Hein, on l'a vue en 2D, elle a été confirmée en 2D. Maintenant, on va avoir une image en 3D par rapport à cette faille-là. En fonction des résultats, il est aussi prévu, encore à voir, c'est affiné, ça dépend des résultats, d'éventuellement faire un forage dit de prospection à faible profondeur pour confirmer la présence d'eau, parce que je rappelle que cette imagerie 3D nous permet d'avoir vraiment une image de la région avec les failles, mais ça ne nous donne pas une information quantitative sur la qualité de l'eau et la température. Et la température. Donc le fait, c'est aussi un retour d'expérience de Vinzelles qu'on a. Quand on a foré à Vinzelles à 500-600 mètres, on avait déjà eu des venues d'eau, donc ça donnait déjà des indices qui étaient favorables à ce qu'on a trouvé finalement après. Maintenant, à Nyon, on pourrait s'imaginer de planifier un forage de prospection pour avoir ce même état de fait, si on peut dire comme ça, puis qui nous permettrait d'avoir un peu des perspectives un peu plus sûres et sécures, plutôt que de directement s'attaquer avec un forage plus profond avant. Daniel Clément, directeur d'Energéo, le canton soutient votre entreprise, soutient vos projets aussi, et notamment a communiqué la semaine passée en même temps que vous pour montrer sa stratégie en termes de géothermie. Je vous propose qu'on écoute tout de suite François Vuille, qui est délégué cantonal à la transition énergétique. Bonjour, merci d'être avec nous, connecté à distance. Merci, bonjour. Bienvenue dans Fais voir ta région. Alors on parle aujourd'hui de géothermie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, François Vuille, pourquoi et comment le canton soutient-il ces projets géothermiques dans notre région ? Alors le canton a évidemment un intérêt prépondérant à voir la géothermie faire partie du mix énergétique de demain. Je vous rappellerai quand même un chiffre relativement édifiant. Aujourd'hui, le canton de Vaud couvre sa consommation énergétique à hauteur de 84% par des importations d'énergie. Et ça, c'est un défi en termes de sécurité d'approvisionnement. Et aujourd'hui, c'est évidemment également un défi en termes d'objectifs climatiques, vu que la grande majorité de l'énergie que nous importons est d'origine fossile. Donc, notre défi aujourd'hui pour le canton, mais évidemment pour toute la Suisse, c'est de faire la transition et de remplacer ces importations massives de produits fossiles par des énergies renouvelables disponibles localement. Et comme ces énergies renouvelables sont pléthores, mais chacune d'entre elles a un potentiel limité, nous devons absolument valoriser l'entier de ces différentes sources d'énergie. Et évidemment, la géothermie en fait partie. Donc, on a vraiment un intérêt pour atteindre ces objectifs à valoriser cette géothermie, qu'elle soit géothermie dite de surface, de moyenne profondeur, ou ce qui va nous occuper aujourd'hui dans cette interview, la géothermie de grande profondeur. Alors, la géothermie de grande profondeur va s'opérer dans notre région à travers Énergéo. Alors, outre les soutiens financiers, je crois qu'il se chiffre notamment à plus de 7 millions de francs pour les projets géothermiques dans notre région, de géothermie profonde. Donc, outre les soutiens financiers, quels sont les autres soutiens, peut-être opérationnels, que met à disposition le canton pour appuyer ces projets-là ? Oui, alors nous avons un soutien à l'entier de ces projets. On cherche aussi à mettre des conditions cadres qui sont favorables. Vous avez rappelé les soutiens financiers. Ceux-ci
c'est des programmes de la Confédération, mais le canton suit de près l'entier des projets, s'intéresse aussi à améliorer la connaissance générale du sous-sol. Donc, on octroie des permis de reconnaissance du sous-sol qui permettent notamment de faire de la cartographie 3D. Cette meilleure connaissance du sous-sol va nous permettre, à terme, va permettre aux porteurs de projets de cibler les sources de manière beaucoup plus précise. Aujourd'hui, on a encore une connaissance de ce sous-sol qui est insatisfaisante et qui ne nous permet pas toujours de forer juste du premier coup. Ça a été le cas notamment effectivement à Lavey, Yverdon ou Vinzel. Il y avait eu 3 gros projets qui ont eu des résultats plus ou moins variables et puis assez décevants quand même au final. Mais pour autant, la géothermie continue, la géothermie est repartie. Qu'est-ce qui permet pour le canton de croire encore à la géothermie ? Alors, on sait qu'on a un sous-sol qui est très favorable. On a différentes failles géologiques qui se prêtent vraiment à développer un potentiel géothermique très intéressant. Simplement, effectivement, il faut bien connaître le sous-sol pour être sûr. Les forages coûtent cher, vont très profond, et il faut être sûr, le plus sûr possible, à augmenter le niveau de certitude que les forages vont amener des succès. On a eu, comme vous le dites, des succès mitigés. Alors, le cas de Vinzel, nous, on le considère vraiment au canton comme plutôt un succès. Alors, on n'a peut-être pas obtenu exactement les températures qu'on voulait, mais on a découvert des débits qui sont parmi les meilleurs en Europe, de l'ordre de 10 000 litres d'eau par minute. Donc, c'est des débits très, très importants, à des températures tout à fait intéressantes qui permettent de valoriser, peut-être pas comme c'était prévu au départ dans le business plan original. Donc, il faut un petit peu ajuster la façon dont cette énergie va être valorisée. Mais, in fine, un projet comme Vinzel sera un succès. Alors, ça, on va bien entendu en parler avec Énergéo en plateau. Mais alors, pour le canton, à l'horizon 2050, vous chiffrez, vous dites, ce sera 20 sites de production géothermique qui sont visés à l'horizon 2050 et un quart des besoins de chaleur dans le canton qui seraient couverts par la géothermie. Est-ce que ce n'est pas un petit peu optimiste, François Vuille, vu les résultats précédents ? Non, on a fait vraiment une cartographie précise de la disponibilité des ressources géothermiques en sous-sol. On a fait une cartographie croisée avec les besoins de chaleur en surface qui peuvent être distribués par des réseaux de chauffage à distance. Et ces ouvrages de géothermie profonde alimentent toujours des réseaux de chauffage à distance. Donc, on a fait une double cartographie. Et cette double cartographie nous amène à identifier plus d'une vingtaine de projets où les ressources géothermiques en sous-sol ont une bonne cohérence avec les besoins en surface. Donc, ces 20 projets pourraient voir le jour. Évidemment, ça reste à chaque fois des défis techniques et technologiques importants, des défis financiers. Mais non, on croit fermement à ce que ce potentiel identifié nous paraît tout à fait réaliste à l'horizon 2050 pour couvrir de l'ordre de 25%, donc un quart de nos besoins en chaleur pourraient être couverts par de la géothermie profonde. Eh bien, on suivra en tout cas l'avancée de ces projets avec vous. François Vuille, délégué cantonal à la transition énergétique pour le canton de Vaud. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie pour l'invitation. Au revoir. Voilà, Monsieur Clément, on peut peut-être rappeler aussi le but de cette manœuvre. Le but de la géothermie profonde, c'est de chauffer les ménages, d'aller vraiment puiser cette eau chaude. Et puis notamment, les principaux acteurs qui participent à ce projet-là, eh bien, ils sont d'ordre institutionnel et public, notamment les communes, à travers Thermoréseau, ici dans notre région, à cette volonté de distribuer cette eau chaude une fois qu'on l'aura. Qu'en est-il aussi des entreprises ou des particuliers ? Quelles sont les perspectives à terme, justement, pour vendre cette eau chaude à d'autres ? Alors, la chaleur, elle est vendue au travers d'une société qui valorise cette chaleur. Sur la côte, on en a déjà 3 qui existent. Il y a le Thermoréseau à Gland, il y a la société Thermoréseau Nyon SA qui existe sur Nyon, et puis il y a la société Morge Énergie qui existe. Énergéo, en fait, c'est une société qui produit de la chaleur, qui ne la distribue pas directement. D'accord. Donc, c'est vraiment ces sociétés-là qui la valorisent. Dans notre jargon, on dit on a une société verticale qui produit, puis une société horizontale qui distribue. D'accord. Mais alors, les entreprises pourront peut-être faire appel aussi à cette eau chaude pour chauffer leur propre bâtiment ? Naturellement, une fois que la ressource est valorisée au travers d'un chauffage à distance, les entreprises et les particuliers
vont pouvoir bénéficier au travers du chauffage à distance qui est présent en place. La géothermie profonde, alors on parle uniquement aujourd'hui de chauffage et on parle aussi dans le futur, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre utilité à la géothermie profonde, à cette eau chaude? Est-ce que ça ne pourrait pas servir par exemple à produire aussi de l'électricité, ce travail-là? Bien entendu, mais ça c'est une étape encore supplémentaire, en tout cas pour Énergéo. D'abord on a fixé un objectif de produire de la chaleur parce qu'on arrive à une certaine profondeur qui nous permet de le faire. Si on veut produire de l'électricité, on doit aller encore plus profond pour avoir plus de température. À combien on doit aller pour l'électricité? Il faut aller grosso modo à 4 km, 4-5 km. On a un gradient de température de l'ordre de 3 à 3 degrés par kilomètre. On a la capacité de le faire, de forer jusqu'à 4 à 5 km aujourd'hui? Oui, alors ce n'est pas une problématique liée aux équipements et aux foreuses. Alors c'est clair que ça serait une autre foreuse, une foreuse qui serait beaucoup plus grande en taille. Donc la faisabilité technique, elle est bien là. En revanche, c'est une capacité financière qui est aussi à mettre en parallèle de cette capacité technique, parce que plus on va profond, plus ça coûte cher. Et malheureusement, c'est pas linéaire. Donc, oui, donc c'est ce que vous nous dites, c'est que la première étape, ça a été fixé aussi par la Confédération avec sa stratégie de géothermie, c'est on va chercher pour le chauffage et peut-être que dans quelques années, on parlera d'électricité, c'est ça? Alors oui, on en parle déjà au niveau de la Confédération. Il y a déjà la Confédération soutient des projets pour de l'électrique, notamment le projet de Haute-Saône dans le Jura. Donc c'est déjà d'actualité. En revanche, la Confédération soutient, mais bien entendu, il faut des partenaires privés derrière qui puissent également collaborer dans ce financement global. Et puis là, c'est vrai qu'en termes de risque, dans un premier temps, nous, on a choisi d'aller petit à petit. Donc dans un premier temps, de faire de la moyenne profondeur pour produire de la chaleur. On n'a pas exclu d'en faire un projet électrique à l'avenir, mais pour l'instant, c'est clair que c'est pas... Il faudra déjà que les résultats suivent avec ce qui va se passer dans notre région. Daniel Clément, quand est-ce qu'on se revoit alors? Mais quand vous voulez, aux résultats, moi je suis toujours prêt. Ce sera quand alors? Quand est-ce qu'on peut attendre les résultats de ces camions vibreurs? Je dirais milieu de l'année prochaine, on devrait quand même avoir une belle image du sous-sol, avoir un peu plus de compréhension par rapport à ce qui s'est passé à Vinzelles. Et puis mettre un doigt sur la carte et de se dire c'est ici qu'on va forer. Exactement, avec une trajectoire qui serait définie. Puis après, on aura un calendrier, je l'espère, un tout petit peu plus précis. Parce qu'encore une fois, de reprendre contact avec le foreur, de négocier un contrat, c'est une chose. Après, il faut bien entendu que sa foreuse soit disponible et qu'elle ne soit pas... Et qu'il y ait toutes les équipes aussi. Exact. On l'aura bien compris. Daniel Clément, directeur d'Énergéo, merci d'avoir été mon invité. Et puis merci à vous d'avoir suivi cette émission Fais voir ta région. On se retrouve demain avec Andrea pour un autre numéro. D'ici là, belle soirée à toutes et à tous sur NRTV.